peut y aller ? Bien, allez, nous allons donc commencer cette première table ronde consacrée à l'Algérie. Quelles perspectives et quels espoirs ? Il nous a paru nécessaire d'aborder cette question dans le cadre des géopolitiques de Nantes, puisque, comme chacun a pu le constater, le suivre avec passion, nous assistons maintenant depuis 8 mois à un bras de fer dont il est probablement difficile aujourd'hui de prévoir l'issue, en même temps qu'il y a une formidable expérience politique en temps réel. Et pourtant, en dépit de la proximité de la France et de l'Algérie, pour une série de raisons sur lesquelles nous reviendrons éventuellement dans le cours du débat, je crois que collectivement, nous avons du mal à discerner les lignes de force, l'évolution des rapports de force, les points de rupture éventuels, potentiels, les points de blocage. Donc, il nous a semblé utile, nécessaire, de pouvoir échanger entre nous sur ces questions. Nous n'avons évidemment pas ici le temps de reprendre la chronologie des faits, des événements depuis maintenant 8 mois, mais rappelons seulement une chose qui est tout à fait symbolique et extraordinaire en même temps, c'est que ce mouvement populaire, le Hirak, comme l'a évoqué tout à l'heure Johanna Roland, s'est déclenché après que le 9 février, très précisément, les dirigeants du FLN, c'est-à-dire le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie, toute honte bue, annoncèrent la candidature du chef d'État sortant, Abdelaziz Bouteflika, pour un 5e mandat, mais cet homme étant très handicapé par la maladie, nous le savons, eh bien, ils ont présenté sa candidature avec un tableau à son effigie. Et peut-être cette image, au sens littéral du terme, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisqu'elle a suscité en Algérie à la fois humiliation. Vous imaginez que dans un pays, la candidature d'un homme à la présidence, à la charge suprême de son pays, soit présentée sous la forme d'une photo, d'un cadre. Et la colère aussi a surgi. D'autant que, nous le savons, cet homme est âgé, ça nul ne peut lui reprocher, mais nous sommes dans une société où les 10-25 ans, la tranche des 10-25 ans représente 45% de la population. Et donc le gap, la dichotomie qui existe entre les cercles du pouvoir et les réalités de la société algérienne se sont faits là absolument incompatibles. Inutile de vous le dire, mais vous le savez aussi bien que moi, et je n'oserais pas paraphraser un homme qui nous a quittés il y a quelques heures, mais cette candidature de Bouteflika a fait pchit. Depuis lors, la vie politique algérienne, cela ne nous a pas échappé, est ponctuée par des manifestations massives, très massives, inventives, festives souvent, dont aujourd'hui, ce vendredi, c'est la 32e édition, puisque, entre autres, c'est chaque vendredi que des centaines de milliers, voire des millions d'Algériens se rassemblent dans les rues de la capitale, mais aussi dans nombre d'autres villes en Algérie. Actuellement, et vous me pardonnerez la schématisation dont je vais vous affliger l'analyse, c'est qu'il y a deux logiques qui semblent radicalement contradictoires et radicalement incompatibles. Il y a la logique du pouvoir, bien évidemment, qui depuis 8 mois réagit à la fois trop peu et trop tard. Mais ce trop peu et trop tard, c'est déjà ce que nous avons constaté lors des révoltes arabes qui ont lieu en 2010, 2011, 2012. On est frappé du fait que ces régimes autoritaires, tyranniques, corrompus, ont une grande difficulté, pour ne pas dire plus, à saisir les dynamiques politiques profondes qui parcourent leur propre société. Et donc ce pouvoir en Algérie, il ne fait pas exception, il essaye de colmater les brèches et tente désespérément de mettre en œuvre des solutions pour sauver l'essentiel de ses prérogatives. Nous apprenions il y a quelques jours que des procès ont lieu, des procès assez rapides, étonnamment assez rapides, et que le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, s'est vu infliger 15 ans de prison, que le général Toufik, pour ceux qui suivent l'Algérie, c'est un nom qui doit résonner, puisqu'il a été le chef des services de renseignement pendant de très nombreuses années, a écopé lui aussi de 15 ans de prison. Donc on sent qu'il y a une volonté de faire des exemples. Pour autant, est-ce suffisant pour faire rentrer dans son lit le mouvement de contestation populaire? Il n'en est pour l'instant pas question, car ce mouvement citoyen refuse, à ce stade en tout cas, toutes les solutions proposées sur un mot d'ordre. Et là aussi, vous me pardonnerez si je résume en un mot d'ordre la complexité de la situation, c'est non au système. Et pour terminer cette brève introduction,
il me semble, et nous allons y revenir, que la situation dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir va se concentrer sur l'élection présidentielle. Parce que le pouvoir, évidemment, tente de stabiliser la situation en imposant un cadre institutionnel qui va s'incarner dans l'élection présidentielle théoriquement prévue le 12 décembre prochain. Je rappelle quand même qu'elles étaient déjà prévues, ces élections, le 4 juillet dernier, et que par faute de combattants, et surtout de candidats, et surtout à cause du refus du mouvement populaire citoyen, eh bien, elles n'ont pu se tenir. Le mouvement de contestation, pour sa part, est dans une logique dégagiste qu'on a pu constater dans d'autres pays de la région, ou d'autres régions d'ailleurs, et qui veut comme préalable le départ du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, et de son Premier ministre comme symbole d'une rupture avec l'ordre ancien, qui est refusé par ce mouvement de contestation. Donc, ces deux logiques à l'œuvre sont dans une situation de bras de fer. Aucun des camps en présence n'arrive à s'imposer, n'arrive non plus à trouver des formes de compromis éventuels, que l'armée, l'institution militaire reste très probablement au centre des tractations qui peuvent se dérouler, et notamment la personne de Ahmed Gaïd Salah, qui est le véritable homme fort de la situation depuis maintenant quelques mois. Et je rappelle là aussi que cet homme, Gaïd Salah, est le chef d'état-major algérien depuis 2004, donc ce n'est pas tout à fait un nouveau venu sur la scène politique. Et puis, par ailleurs, et ce sera une des interrogations que nous allons aborder, ce mouvement, au-delà de l'aspect massif de cette mobilisation exemplaire auquel nous assistons, a aussi quelques difficultés à se structurer politiquement, à se doter des instruments qui pourraient lui permettre, ou qui pourront lui permettre, je ne vais pas parler au conditionnel, de trouver des solutions alternatives aux blocages qui prévalent aujourd'hui. Alors, pour ce faire, eh bien, je tiens à remercier les 4 intervenants de cette table ronde qui nous font l'honneur et l'amitié surtout d'avoir accepté notre invitation à participer aux Géopolitiques de Nantes. Certains sont déjà venus, les autres pas, mais c'est ce qu'expliquait Pascal Boniface tout à l'heure. Nous essayons toujours de mêler ce que j'oserais appeler les nouveaux. Alain Grèche, tout d'abord, qui est journaliste, qui est un spécialiste reconnu du Moyen-Orient, notamment, mais pas seulement, de la Palestine, de l'Égypte, qui a été longtemps journaliste au Monde diplomatique, dont il fut à un moment le rédacteur en chef et qui est aujourd'hui l'animateur en chef de la revue en ligne Orient 21, que je conseille vivement à tous ceux qui sont ici, car elle nous donne, cette revue en ligne, une mine d'informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Fathia Dazeni est politologue, elle est chercheuse au sein de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Merci Fathia. Et Fathia travaille sur la région, bien évidemment, mais elle est plus spécialiste des pays arabes du Golfe, et il nous a semblé utile, intéressant peut-être d'avoir une vision un peu comparatiste, si tant est que les comparaisons puissent être effectuées. Mais par ailleurs, Fathia a de nombreuses attaches, y compris personnel, avec l'Algérie. Yves Aubin de la Messusière, qui est diplomate, qui est arabisant, qui a passé une très importante partie de sa carrière pour représenter la France, et notamment en tant qu'ambassadeur dans plusieurs pays de la région, le Tchad, l'Irak, même s'il n'avait pas le titre d'ambassadeur à l'époque, puisqu'il y avait une rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Irak, la Tunisie, bien sûr, et puis un autre poste diplomatique. Mais surtout, Yves a été aussi directeur du département Afrique du Nord Moyen-Orient, qui est une des directions prestigieuses du Quai d'Orsay. Et enfin, Hasni Abidi, qui est politologue, qui est chercheur et enseignant à Genève, et qui est spécialiste du Maghreb, notamment de l'Algérie. Et il me rappelait à l'instant que depuis le début de ce mouvement de contestation, il avait dû faire une dizaine d'allers-retours, de missions, d'observations, d'analyses, de contacts sur place. Et donc, nous écouterons avec intérêt ces témoignages. Alors, j'aimerais, pour commencer, passer la parole à Alain Grèche, parce que je voulais savoir si, de son point de vue, il était légitime de contextualiser ce mouvement. Ça, c'est toujours légitime de contextualiser un mouvement de contestation ou un mouvement social, mais est-il légitime de l'inscrire dans le mouvement de contestation
qui a touché les mondes arabes depuis 2010-2011, mouvement de contestation que certains ont bien imprudemment, à mon goût en tout cas, qualifié de printemps arabe, qui ensuite, pour les mêmes commentateurs, sont devenus des hivers arabes. Or, je suis de ceux qui considèrent que la séquence qui a été ouverte en 2010-2011, elle n'est pas fermée. Je crois que l'Algérie en est une preuve. On pourrait aussi parler, bien sûr, du Soudan, mais je crains que nous n'en ayons pas le temps aujourd'hui. Bien, merci Didier. Oui, il faut replacer un peu ce qui se passe aujourd'hui dans un mouvement qui s'est ouvert en 2010, à fin 2010 en Tunisie. La première chose qui était frappante à l'époque, c'est que ce mouvement, il s'est étendu tout de suite à l'ensemble du monde arabe, pratiquement sans aucune exception. Même l'Arabie saoudite a connu un tout début de première manifestation, même si elle était très limitée. Et il y avait l'impression, d'ailleurs, qui était encouragée par les télévisions satellitaires arabes, notamment Al Jazeera, qu'on vivait la même chose du Maroc à l'Irak. Et c'était en partie vrai parce qu'il y avait des aspirations qui étaient communes, qu'on peut résumer à deux aspirations fondamentales. Le mot d'ordre, c'était paix, justice, égalité, justice sociale, pain, justice sociale, liberté. C'est-à-dire, un côté, la liberté, plus que la démocratie, c'est-à-dire la fin de l'arbitraire de l'État. Et qui était un arbitraire qui ne considérait pas seulement l'opposition politique, qui fait que dans la rue, n'importe où, on peut se faire arrêter par les flics, on peut se faire mettre en prison, etc. Donc, c'était un des éléments très forts. Et de l'autre, les inégalités sociales qui s'étaient accrues dans les cadres des politiques de libéralisation. Ça a donné des résultats très contrastés. Partout, les pouvoirs ont essayé plus ou moins de répondre aux revendications. Je crois que les Saoudiens ont développé des programmes de 450 milliards de dollars. Personne n'imagine, ni vous ni moi, ce que c'est, mais c'était énorme pour calmer les gens. Mais il y a eu en fait plusieurs cas de figure. D'abord, là où ça a été le pire, c'est que ça a sombré pour des raisons qu'on n'a pas le temps de discuter ici dans la guerre civile. La Syrie, le Yémen, la Libye. Il y a eu les endroits où le pouvoir a un peu cédé, mais sans céder vraiment. C'était le cas de l'Algérie, c'était le cas du Maroc, etc. Et puis, il y a l'endroit qui a été le plus emblématique d'une contre-révolution, c'est-à-dire l'Égypte, où après un mouvement tout à fait important, on est revenu en arrière. Et on a eu l'impression, finalement, que tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'on avait eu des mouvements partout, mais finalement, il y avait la petite Tunisie où il y avait un peu de changement, et ailleurs, c'était presque pire qu'avant. Et notamment l'endroit où il y avait des guerres. On a eu l'impression comme ça que pendant un temps, ça allait rester comme ça. Mais on a vu que les aspirations dont j'ai parlé, qui ne sont pas des mobilisations politiques, enfin, je veux dire, l'aspiration à la justice, l'aspiration à l'égalité, les difficultés des conditions sociales, fait que ces aspirations demeurent. Simplement, peut-être cette fois, où on assiste effectivement à une reprise du mouvement fondamentalement en Algérie, mais aussi le Soudan, c'est très important. Aussi, on voit aujourd'hui les manifestations en Égypte, montrent que ces aspirations demeurent, qu'elles sont fortes, mais peut-être aussi, et quand on voit l'importance que les Algériens accordent à l'idée de Selmeya, c'est-à-dire pacifique, aussi de tirer les leçons de ce qui a été fait, c'est-à-dire que la violence, finalement, en dernier ressort, profite toujours à l'État. Donc, je pense qu'on est dans une deuxième phase de ces révolutions, peut-être avec un peu moins d'illusions. C'est vrai qu'en 2011, on avait l'impression que du jour au lendemain, des structures qui étaient en place depuis 50, 60, 70 ans allaient disparaître, qu'on allait aller vers des mouvements démocratiques, des sociétés démocratiques. Ça n'a pas été le cas. Il y a un réalisme plus grand. Il y a aussi la prise de conscience, et je terminerai là-dessus, puisqu'on nous a demandé de ne pas parler plus de 3 minutes, de la difficulté de la transition. C'est-à-dire qu'on ne sort pas d'une société souvent à partie unique ou quasi unique, avec une présence massive de l'armée, etc., simplement en renversant le président, qui a tout un mouvement qui, de toute façon, quel que soit le résultat demain en Algérie, prendra aussi beaucoup de temps. Merci Alain. Je pense que cette esquisse de contextualisation nous permet aussi de mieux saisir les défis aujourd'hui et les facteurs de blocage. Asni, on va changer de focale et en venir plus précisément à la situation en Algérie même. Est-ce que tu peux nous tracer, même rapidement, l'état précis des rapports de force et les éventuels points de blocage qui marquent la situation politique actuelle,
les points de rupture potentiels que j'évoquais tout à l'heure, et aussi peut-être les risques, les éventualités de radicalisation, parce que parmi les commentaires que nous entendons souvent, c'est, et on doit s'en féliciter, c'est le fait que pour l'instant, il n'y ait pas, ou en tout cas peu, de violence apparente, malgré l'ampleur considérable de ces manifestations. Merci et bonjour à tous. La question se résume en deux phrases. Le peuple est le mot fort, le mot d'ordre de cette contestation dès le 22 février. C'était en arabe « itnahawga », qu'ils partent tous ou qu'ils dégagent tous. C'est simple, mais révélateur d'un niveau de maturité politique très important. C'est-à-dire que la population n'accepte plus le recyclage des visages politiques de l'ancien régime. Et deuxième élément, c'est-à-dire le départ de tout le monde. En quelque sorte, si on peut la traduire en politique, le peuple veut le changement de système, le départ de système. Le régime a compris autre chose. Le régime a compris le changement, oui, mais dans le système. D'où son attachement presque dogmatique à la Constitution dès les premiers mois des manifestations. Autrement dit, le pouvoir cherche une sortie de crise en pensant que ce que vit l'Algérie aujourd'hui est une crise politique, alors que la population, le peuple algérien représenté par ce nouvel acteur très important qui est la rue, veut absolument changer les donnes de la séquence politique et de l'exercice politique en algérien. Ça, c'est le premier élément de compréhension. Le deuxième, qui est à mon avis important, c'est que ces manifestations, c'est ce qu'on appelle ce hirak, 8 mois tout de même, c'est important. On disait dès le départ que le dégagisme n'a pas d'avenir politique et ce n'est pas un programme politique. Mais la population a compris finalement que le pouvoir n'était pas encore prêt à abandonner. La population n'a pas demandé de logement. Parce qu'il y avait beaucoup de manifestations, on demandait du logement et l'État, évidemment, avait des réponses faciles. N'a pas demandé à ce que le train arrive dans certaines localités reculées. N'a pas demandé à ce que l'autoroute aussi arrive partout. En quelque sorte, les demandes ne sont pas socio-économiques et même pas socio-professionnelles. Dieu sait combien les conditions économiques sont dures, mais se sont focalisées sur non à un 5e mandat. Il avait justement ce slogan-là, la force de fédérer tout le monde. Le troisième élément, puisque les manifestations ne sont pas socio-économiques, et dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas répondre aussi par des réponses socio-économiques, l'Algérien veut nous dire que ce qu'on veut, ce n'est pas le changement de la conduite ou des politiques du pouvoir, mais ce qu'on veut, c'est le changement de ce pouvoir. Dernier point, qui est à mon avis important, il y a 2 shifts, il y a 2 transferts qui sont importants. On pourra parler de 3 ou 4, mais il y a 2 qu'il faut comprendre pour analyser la situation algérienne. Le premier shift qui est à mon avis important, c'est quand vous avez dans toutes les rues d'Alger et en dehors d'Alger, il y a Ndefla, Stif, Narnat, Annaba, l'Ourané, le sud, la Kabylie. Vous avez quelque chose de nouveau, c'est que les enfants défilent avec leurs parents et leurs grands-parents. Ce n'est pas rien sur le plan sociologique. En quelque sorte, le pouvoir algérien, comme vous le savez, il a toujours recruté sa clientèle dans la génération du FLN, donc celle d'avant l'indépendance, ou même ceux d'après. C'est une clientèle traditionnelle du régime, qui tient pour la stabilité et tient aussi pour recevoir la pension à la fin du mois. Mais quand vous avez les rues d'Alger, vous avez des familles qui sortent, des grands-parents qui sortent avec leurs petits-enfants en voyant que l'avenir est sombre de leurs petits-enfants, il y a un shift, il y a un transfert d'allégeance qui se déplace du pouvoir, de l'administration en quelque sorte, à la rue, aux enfants qui ont décidé de sortir, ne plus avoir peur de ce traumatisme de la décennie noire et de ne pas avoir peur aussi des réponses du pouvoir. Ça, c'est un élément clé, c'est une date importante. La deuxième, qui est à mon avis aussi importante, c'est le transfert de l'allégeance du chef d'état-major actuel qui a commencé son travail. On n'aura pas le temps de discuter de tout ça, comment il a préparé son coup, parce que ce n'est pas un coup improvisé, le transfert d'allégeance d'un homme quand même qui a fait la force du 4e mandat de président de Bouteflika, et à un moment donné, il fait ce calcul rationnel, et d'ailleurs, tous les meilleurs spécialistes de la transitologie vous parleront en disant que la transition, c'est un choix rationnel, ou ce qu'on appelle un choix de survie politique.
où il transfère son allégeance de président Bouteflika et il dit « Je suis avec le peuple brave qui manifeste tous les vendredis ». Parce qu'il sait très bien que l'avenir de Bouteflika politique n'avait que quelques jours. Et c'est vrai, ce qui a été fait en appelant le président à démissionner. Aujourd'hui, le pouvoir s'est déplacé, n'est plus à la présidence parce qu'elle n'existe plus. L'homme, c'est un homme que l'armée, bien sûr, contrôle. Et évidemment, le clan présidentiel, 3 pôles, ont toujours constitué un peu la matrice politique algérienne, le pôle présidentiel, le pôle militaire, et le troisième que je qualifie de plus redoutable, parce que c'est le seul qui a des liens avec les deux, et qui a toujours des liens avec l'institution militaire, c'est le pôle des affaires, pas seulement qui fait des affaires, enfin on dit toujours en Algérie, il ne fait pas d'import et d'export, mais il fait que de l'import-import, parce qu'évidemment il n'y a rien à exporter, c'est comme ça en fait qu'on peut avoir de la corruption. Ce pôle financier, non seulement il fait des affaires, mais en fait, c'est lui-même qui choisit les candidats pour les élections municipales, les élections du wilaya, donc des préfectures, les élections aussi parlementaires. Ces deux pouvoirs sont déplacés. Voilà. Merci à toi. Justement, ça s'inscrit en partie dans ce que vient d'indiquer Hasni, c'est la question de ce qu'on considère habituellement comme le noyau du pouvoir, c'est-à-dire l'institution militaire, les services de renseignement, mais peut-on en avoir une idée un petit peu plus précise? Parce que, bien sûr, Asti nous a indiqué que l'ampleur des manifestations, leur aspect intergénérationnel empêchait peut-être l'armée d'intervenir directement. Pour autant, l'armée algérienne, dans un passé qui n'est pas très lointain, n'a pas hésité à utiliser les pires moyens de répression contre des mouvements de contestation. Et donc, on est assez étonné du peu de violence qui, aujourd'hui, est utilisée. Et nous souhaitons que cela continuera ainsi. Mais est-ce qu'on peut avoir des éléments de compréhension, d'abord, et d'explication sur, justement, cette retenue ou cette retenue apparente du noyau de l'appareil d'État ? Oui, enfin, avoir une idée précise, c'est compliqué parce que parler du noyau du régime algérien, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est très opaque, c'est très compliqué à décrypter. Et en plus de ça, comme vous l'avez très bien dit, Didier, je ne suis pas une spécialiste du système algérien. Néanmoins, il ne faut pas être grand clair pour savoir que, bien sûr, le noyau, vraiment... Le noyau du pouvoir algérien, c'est l'appareil militaire. Tous les présidents algériens qui ont été élus l'ont été par le fait de l'appareil militaire. Et Bouteflika, qui est revenu en 1999, l'a été par la volonté des généraux. Paradoxalement, c'est quand même celui qui a renvoyé dans leur caserne les militaires. Hein. Donc moi, il y a peut-être un élément d'explication qui se situe là, justement, en rebalançant les cartes, les cartes et en déstructurant aussi l'État profond, le fameux DRS, parce qu'il a enlevé tout le contenu politique, la police politique, enfin, il a essayé, en tout cas, de déstructurer. Il a quand même rebalancé les cartes, et peut-être qu'on assiste aussi à des batailles rangées aujourd'hui de ces deux composantes qui constitue l'appareil militaire, que ce soit la DRS ou l'armée régulière. Hein. Donc, il n'est peut-être pas... c'est pourquoi quand on dit Gaïd Salah, le chef d'état-major algérien, homme tout-puissant, certes, mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas présenter, si vous voulez, l'Algérie avec ce pouvoir qui est incarné par un homme qui incarnerait l'armée à lui seul. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a un livre qui est récemment paru, dont malheureusement les médias et même les centres de recherche ne font pas assez la pub, c'est celui de Safia Areski, je ne sais pas si tu en as entendu parler, et qui s'intitule « De la Hélène à la PN ». Ah d'accord, pardon, alors je n'ai pas lu les derniers articles, et qui est remarquable parce qu'il restitue complètement la place de l'appareil militaire au centre du jeu. Donc il y a et justement, cette incapacité, il y a des débats, il y a des dissensions entre ce qu'appelle Lawari a dit les softliners et les hardliners. Apparemment,
Gaïd Salah n'était pas parmi ceux qui étaient partisans de justement, au contraire, il a, comme a très bien dit Hasni, il a réussi à complètement comprendre que Bouteflika était terminé, et donc il s'est un petit peu comme ça érigé comme le pseudo-sauveur de la nation. En fait, c'est tout simplement, à mon avis, celui qui veut maintenir ce système, cette asabia, cet esprit de corps, qu'est cet appareil sécuritaire et militaro-sécuritaire. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Un pays dont la colonne vertébrale, l'institution phare est l'institution militaire, ne va pas comme ça disparaître du jour au lendemain face à un mouvement de contestation aussi massif, populaire, impressionnant, courageux qu'est ce mouvement Hirak. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce mouvement Hirak est résilient justement parce qu'il n'y a pas de tête de pont. Hein. C'est un mouvement horizontal et c'est vrai que même si ce pouvoir est très manipulateur, contrôle tout, etc., il est quand même dépassé. Il est dépassé par la situation. Il est franchement devant une impasse. Et bon, pourquoi l'absence de violence sanglante comme on a assisté lors de la décennie noire? Écoutez, il y a l'histoire qui parle pour... évidemment, quand Hasni dit que ses enfants sortent dans la rue manifester avec leurs parents, leurs grands-parents, il y a une mémoire quand même. Hein. Et donc, moi, je ne crois pas, si vous voulez, même s'il y a un durcissement, on voit bien des arrestations de tous les opposants, etc., cette volonté à tout prix forcée d'organiser ces élections le 12 décembre, qu'est-ce que ça va donner ? Puisque la population massivement est contre l'organisation de ces élections, je ne vois pas non plus, si vous voulez, un glissement vers une violence brutale. Même peut-être que les gens du Hirak vont essayer de tout faire pour empêcher l'organisation du scrutin en bloquant les bureaux de vote, etc. Mais je ne vois pas un retour, si vous voulez, à une violence ou à une répression massive, un petit peu à l'égyptienne, comme il se passe ces temps-ci, se produire en Algérie. En revanche, je vois le maintien de cette impasse. Merci. Quand on s'intéresse à l'Algérie, il y a évidemment immédiatement une question qui se pose ou qui nous vient à l'esprit, c'est l'attitude, voire la politique de la France. Alors on doit admettre, si j'ai bien suivi, que la France se fait relativement discrète depuis le mois de février dernier. Et Yves, je vais m'adresser à toi, l'expert de ces questions. Comment expliquer cette attitude qui me paraît bienvenue d'une relative discrétion à l'égard d'un mouvement qui se développe en Algérie? Bon, avant de revenir sur cet aspect, là, effectivement, on a bien senti à travers les différentes déclarations qu'on était un petit peu perdu entre, disons, la nécessité de ne pas être indifférent et puis d'éviter toute accusation d'ingérence ou dans les affaires intérieures de l'Algérie. Mais je voudrais passer rapidement, puisque j'étais directeur, vous y avez fait allusion, Afrique du Nord, Moyen-Orient, dans les belles années, c'était au moment de l'élection de Bouteflika. J'ai connu donc les 4 années qui ont suivi. Et on peut parler à l'époque de refondation de la relation bilatérale, qui était... L'Algérie n'était même plus un partenaire stratégique de la France. Enfin, il y avait une relation économique, aussi plus ou moins culturelle, mais il n'y avait même pas de rencontre entre les chefs d'État, ou très peu. Et donc là, il y a eu cette première période, où alors le président de la République s'y est déplacé à plusieurs reprises. Moi, j'ai connu, parce que les médias en ont beaucoup parlé, son déplacement à Bab el-Oued après cette catastrophe, et on a vu comment il était salué par les Algériens, et puis qui le disait en chantant « Visa, visa », c'était donc de la part des gens. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, dans les entretiens de Lionel Jospin, du président de la République, d'Hubert Védrine, on s'est déplacé à plusieurs reprises, c'était cette nouvelle génération dans l'entourage de Bouteflika qui n'existait pas. Il était entouré de gens souvent beaucoup plus âgés que lui, et notamment l'appareil militaire. Et d'ailleurs, Khalid Salah, puisqu'on en parle, représente cette génération. Et d'ailleurs, je me suis posé la question de qui est-il entouré ? Il est entouré de généraux un peu plus jeunes que lui, mais guerre. Donc voilà, donc c'est un problème générationnel qui est important, ça a été abordé.
Alors pour revenir, on a construit donc on a refondé la relation et on a créé un peu à l'image du Maroc, qui était le partenaire privilégié de la France au sein du Maghreb central. Et il y avait donc les rencontres entre les premiers ministres marocains et français depuis des années. Et on a créé la même institution. Et puis surtout, il y a eu plutôt qu'un traité, c'était compliqué, on avait pensé à un traité d'amitié et de coopération entre la France et l'Algérie. Et donc là, il y a eu une déclaration. Et puis il y a eu quelques accidents dans la relation franco-algérienne. Elle est tellement sensible. Il faut se souvenir de 2005, quand l'Assemblée nationale française a adopté donc une loi donnant obligation dans les manuels scolaires de mentionner les aspects positifs de la colonisation. Alors là, on est reparti pour un tour et une relation qui a été assez tendue pendant quelque temps. Alors pour revenir, puisque c'est la question que vous posez, je pense que la France, de manière un petit peu quand même curieuse, parce qu'on pouvait anticiper ce qui allait se passer en Algérie, comme on pouvait anticiper ce qui s'est passé là en Tunisie et dans d'autres pays. C'est parce que le 5e mandat, c'était évident que c'était le mandat de trop, parce qu'il faut voir aussi que cette multiplication de mandats, en dehors de la frustration, l'absence de démocratie, l'humiliation donc de ces populations dans le monde arabe, et c'était donc l'un des ressorts importants, la corruption, la prédation plutôt que la corruption, et à la confiscation de toutes les rentes, et là, il s'agit de la rente pétrolière s'agissant de l'Algérie, mais c'est aussi la multiplication des mandats. On l'a vu avec Ben Ali, on l'a vu avec Moubarak, le président du Yémen, et donc aussi ailleurs, c'est l'un des éléments importants. Donc on pouvait s'attendre, et puis il y avait tout de même des manifestations qui se multipliaient en Algérie, donc on aurait pu examiner, et qui montraient bien qu'il y avait un malaise profond, et notamment dans la nouvelle génération. Alors, pour terminer, les déclarations ont été très embarrassantes et parfois, il faut le reconnaître, maladroites. Parce que lorsque le président de la République, parce qu'on s'est inquiété de la situation en Algérie, c'est normal, a dit, ben voilà, il y a la transition démocratique qui s'annonce et la France est prête à accompagner cette transition démocratique. Ça, c'est le type de langage que j'ai entendu tout au long de ma carrière, s'agissant, parce que j'étais en poste aussi en Afrique, des pays africains. Évidemment, il ne fallait pas se tenir ce langage. Parce que Khalid Salah, il le dit de manière très claire, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif, c'est le respect de la Constitution et c'est donc les élections présidentielles, mais il n'est pas question d'évoquer la transition démocratique, on verra ça plus tard. Alors voilà, donc il y a eu et puis aussi, il y a eu des déclarations aussi du ministre des Affaires étrangères et qui ont laisser entendre que finalement, indirectement, eh bien, on était pour le statu quo. C'était dans donc, les premiers mois des manifestations. Et on a vu, parmi les manifestants, donc, des slogans hostiles à la France. Vous voyez, donc, alors, il y a donc évidemment, peut-être je pourrais y revenir, c'est la question mémorielle qui est fondamentale et qui reste même auprès des jeunes générations. Merci bien. Alors, avant de laisser la parole à nos amis, je vais vous poser à chacun une question. Je vais vous demander de répondre, mais de façon très ramassée, mais parce que je pense que ce sont des questions que tout le monde se pose. Et en quelques mots, je sais bien que c'est une gageure et je m'en excuse auprès de vous. Première question, Asni, la question économique. Nous savons que l'économie algérienne est auto-centrée sur les hydrocarbures, et qu'en dépit de ces immenses richesses, il y a un problème dans l'élaboration et dans l'équilibre budgétaire. Et puis évidemment, et malheureusement, au vu de l'évolution de la situation politique, son instabilité, sa volatilité, les investissements étrangers sont en train de reculer. Est-ce que cela peut avoir une incidence négative sur l'évolution de la situation actuelle ? Tu as 1 minute 30. Bon, je te provoque. Sois un peu indulgent. C'est une question de vie ou de mort. La bombe économique et sociale qu'attend l'Algérie, à mon avis, elle est encore plus difficile. Et on se souvient ce qui s'est passé en octobre 88.
Pourquoi, et ça explique d'ailleurs pourquoi l'armée veut absolument aller vite vers les élections, parce qu'il y a une panne dans l'économie algérienne, les investissements se font rares, déjà avant donc ils n'étaient pas très enthousiastes, la Sonatrach traverse des difficultés très importantes, j'ai lu d'ailleurs, c'est public, la dernière loi de finances en Algérie octroie ou accepte d'effacer même les dettes de plusieurs sociétés dans la Sonatrach et Air Algérie. Je vous donne quelques chiffres très importants. En 2014, les recettes algériennes de pétrole et d'hydrocarbures, 112 milliards de dollars. En 2017, 49. L'Algérie dépense entre 35 et 40 milliards juste pour les importations. Ce qu'on appelle le matelas de devises, c'est-à-dire les réserves. Les réserves en dollars, en 2017, ils sont de l'ordre de 50 milliards. En 2014, quatrième mandat de Bouteflika, elles étaient 200 milliards de dollars. Le pouvoir de Bouteflika a tenu grâce à cette redistribution de la rente pétrolière, ou ce qu'on appelle en sens politique, faire tourner l'assiette de la légitimité, la cooptation. Et évidemment, l'économie de la rente pétrolière est un enjeu politique important. L'Algérie est devant une situation très difficile. Sur le plan politique, il y a bien sûr cette impasse. Et sur le plan économique, non seulement il faut gérer, parce qu'une transition politique, elle se finance. La Tunisie n'avait pas beaucoup d'argent. On voit comment la transition a souffert et elle souffre toujours. Et c'est pourquoi, à mon avis, la question économique est devenue une question déterminante et importante. Et l'institution ou l'armée, elle est consciente un peu de la difficulté de cette équation. Merci beaucoup. Alain, j'évoquais tout à l'heure le fait que ce mouvement exemplaire semblait, en tout cas, peu structuré politiquement par des organisations, des partis, etc. Peux-tu éventuellement nous en dire plus avec une deuxième question? C'est qu'évidemment, l'Algérie, pendant la décennie noire qui a été évoquée tout à l'heure, a connu une période tragique, mais avec une puissance incontestable des forces se réclamant de l'islam politique. Or, on en parle aujourd'hui très peu. Quelle est la signification de cette absence apparente des forces de l'islam politique? Quand on parle des courants islamistes, depuis le début des révolutions arabes, on est toujours dans un double un aller-retour. Un, les islamistes ont disparu, c'était au début des manifestations en Égypte, ils ne sont pas présents. Et puis deux, ils sont partout et on ne peut rien faire, ils ont gagné les élections. Bon, je crois qu'il faut regarder ces mouvements islamistes, les deux courants, c'est-à-dire le courant salafiste et le courant islam politique, comme des mouvements politiques avec une histoire, avec des avancées, des reculs, etc. Aujourd'hui, pour comprendre la question de l'islamisme politique, de l'islam politique en Algérie, il faut évidemment avoir les souvenirs de la décennie noire qui a quand même marqué et discrédité en partie ces mouvements. Il y a aussi le fait que l'islam politique représenté en gros par les frères musulmans est en crise profonde, et pas seulement en Algérie. J'en ai vu les élections en Tunisie, le candidat de Nahda n'a pas été qualifié au second tour, les frères musulmans égyptiens sont dans une crise existentielle importante, parce que d'une certaine manière, ils ont eu une occasion et qu'ils ont raté l'occasion de montrer qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on a plusieurs partis, les frères musulmans ou les courants équivalents des frères musulmans en Égypte, en Algérie, sont très divisés. Ils sont une force. Une partie appuie le régime d'ailleurs, et le régime demain pourra s'appuyer sur eux, mais ils ont perdu beaucoup quand même de leur puissance. Alors l'autre courant qui est très important, très implanté, c'est les salafistes, qui profitent d'ailleurs de la crise de l'islam politique, puisque la théorie des salafistes, c'était plutôt de dire on ne fait pas de politique, nous. Nous, on veut être de bons musulmans, imposer la charia dans les lois, etc. Mais le problème des salafistes aujourd'hui, c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est étonnante, c'est qu'ils sont aussi en crise à cause de ce qui se passe en Arabie. Vous savez que la principale source de financement des mouvements salafistes à travers le monde, historiquement, ça a été l'Arabie saoudite, qui avait un double langage, à la fois pro-occidental sur le plan international, mais en même temps qui finançait des mosquées extrêmement orthodoxes et ont imposé un islam extrêmement réactionnaire. Or aujourd'hui, avec ce qui se passe en Arabie saoudite, quoi qu'on en pense, les simples réformes de société engagées par le régime
pose une question au mouvement salafiste. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un mouvement qui est directement politique. Il peut servir de masse de manœuvre demain au pouvoir, mais il n'est pas politique et il est aussi en crise. Mais la seule chose que je veux dire, c'est quand on analyse ces mouvements, ne pensons pas qu'ils sont différents des partis politiques que nous analysons ou des courants politiques. Ils répondent aux mêmes règles, ils ont aussi des crises, ils ont aussi des rivalités. Les divisions chez les frères musulmans algériens, c'est aussi en partie des rivalités personnelles, ce n'est pas seulement des rivalités théoriques ou idéologiques. J'aimerais faire un petit focus aussi, Fathia, sur la question de la jeunesse. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, mais de façon un peu elliptique. Et puis là aussi, le rôle des femmes qui semble essentiel et qui étonne beaucoup, mais pour autant, je ne vois pas pourquoi elle ferait exception en Algérie. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu quelle est la place et de la jeunesse et des femmes, et il y a aussi des femmes jeunes, mais dans la structuration, on a parlé tout à l'heure de l'horizontalité de ce mouvement. Est-ce qu'il y a un rapport justement entre la composition sociologique de ce mouvement de contestation et sa traduction politique et sa difficulté à se structurer? J'y insiste, c'est une de mes obsessions. C'est compliqué comme question. Bon, alors la place de la jeunesse, des femmes dans ce mouvement, en tout cas, si vous voulez, suite effectivement à cette humiliation, vous savez, les Algériens avalent depuis des décennies des couleuvres en termes de ce qu'on appelle en Algérie le hogra. Vraiment, ce sentiment très fort d'être humilié par les élites dirigeantes et méprisé. Et c'est vrai que les femmes sont quand même la catégorie de la population qui a été le plus méprisée par les élites dirigeantes algériennes. Le code de la famille algérien, il est aussi rétrograde et réactionnaire qu'en Arabie Saoudite. Hein, c'est quand même assez mignon. Et ça, c'est vrai que c'est une occasion pour cette jeunesse et pour ces femmes de ne pas rater l'occasion justement d'investir l'espace public et de réclamer leurs droits pour un état de droit. Parce que moi, je pense que plus que de démocratie, etc., c'est un état de droit qu'on veut. Et on veut en finir avec ce que disait aussi Alain tout à l'heure, l'arbitraire, le discrétionnaire, hein, qui caractérise quand même l'État profond algérien et comme tous les États profonds dans le monde. Et donc, c'est vrai que ce mouvement Hirak, comme dans la continuité des révoltes arabes, c'est vraiment des revendications en termes d'état de droit. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête. D'accord. Enfin, oui, vas-y, je t'en prie. Je pense que la question de la femme est très importante. D'abord, il ne faut pas oublier le rôle de la femme dans l'histoire algérienne, mais surtout dans la décennie noire. Moi, je me souviens, j'étais à Alger. L'Algérie a tenu face au terrorisme grâce à la femme algérienne. Je le dis, je le redis, parce que je suis témoin. C'est-à-dire que les femmes, d'abord, celles qui étaient à la maison, non seulement tenaient à la maison, accompagnaient les enfants à l'école. Il n'y a pas une seule école qui a fermé pendant le terrorisme, sauf bien sûr celles qui ont été attaquées par les terroristes. Les femmes guettaient, surveillaient les allées et les retours de leurs époux et de leurs enfants jusqu'à qu'ils rentrent à la maison. Et elles étaient toujours les premières, le jour où il fallait absolument dénoncer l'obscurantisme religieux sous toutes ses formes, ou d'ailleurs idéologiques. C'est vrai, moins présente dans les partis politiques. Aujourd'hui, je peux vous dire franchement, le noyau de Hirak algérien 22 février, ce n'est pas les retraités. Ce n'est pas ceux qui ont 40 ans ou 50 ans, même si on est jeune. Ce sont les enfants qui sont nés dans les années 80, fin 80 et 90. Donc, ils n'ont connu que Bouteflika comme président, puisqu'il est arrivé en 89. Vous imaginez l'avenir d'un enfant qui, pendant 2 décennies, il ne connaît qu'un seul homme qui est président de la République. Ce sont ces jeunes-là qui n'avaient pas ni le complexe de leurs parents, ni évidemment ce traumatisme de la décennie noire, mais surtout ils voyaient que leur avenir échappait à leurs mains. Et c'est pourquoi, à mon avis, ils ont décidé de prendre leur destin et ne pas commettre les mêmes erreurs, se focaliser sur ces deux mondes économiques et sociaux. Je pense que la locomotive de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est la jeunesse et les femmes. Moi, j'ai vu, c'est les filles, les étudiantes qui, le soir, la veille, c'est elles qui rédigeaient les slogans, c'est elles qui traduisaient. Et ça, c'est un élément important et c'est pourquoi il y avait ces tentatives de la part du pouvoir, de certains cercles du pouvoir, justement. Les arrestations, ce n'est pas rien. On essaie d'arrêter quelqu'un au pif et on essaie de le filmer. Pourquoi ? Parce qu'on veut que les familles
dissuadent leurs filles et leurs garçons jeunes de sortir le vendredi. Et du coup, certains animateurs ont demandé aux jeunes de ne plus mettre en ligne les vidéos de l'arrestation de certains jeunes pour ne pas justement faire peur. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation qui est très importante. Il y a 8 mois et toute la question qui se pose aujourd'hui, comment comment ce nouveau pouvoir en Algérie, face ce qu'on appelle le pouvoir réel, qui est l'armée, est-ce qu'il va accepter ce forcing ou il va dissuader? Parce que ce n'est pas rien, Didier, si tu permets, ce n'est pas rien pour un pouvoir de perdre 2 fois. Il a perdu les élections d'avril et de juillet. Ce n'est pas rien pour un pouvoir algérien. Il faut le connaître. Si vous lisez Jean-Claude Vatin, qui décrit très bien le système politique algérien, le formalisme électoral, c'est l'ADN du pouvoir algérien. Il organise des élections comme il veut, en une journée. Là, il échoue en l'organisation de 2 élections. Merci. Donc, échouer dans les élections prochaines, ça va être un dilemme très important. Pardon. Non, je t'en prie. En plus. Bon, allez, une dernière question avant de vous laisser la parole. Je me tourne à nouveau vers Yves. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il nous évoque brièvement, très brièvement, trop brièvement, les réactions et éventuellement l'inquiétude qui peut sourdre de la situation algérienne chez ses voisins les plus proches. Alors bien sûr, la Tunisie, surtout le Maroc, qui est quand même le grand voisin de l'Algérie, et je pense qu'on ne peut pas évoquer la Libye parce qu'on n'a pas le temps et que ce sont d'autres problématiques. Oui, donc au sein du Maghreb, et notamment du Maghreb central, l'Algérie avait donc toutes les caractéristiques de la puissance, c'est-à-dire la ressource humaine, ça c'est très important, le territoire, la vastitude du territoire, et la ressource pétrolière, et puis aussi une armée très, très bien constituée. Et après, au fur et à mesure des années, ces dernières années, donc la place de l'Algérie et dans l'ensemble de l'Afrique aussi a beaucoup diminué et au profit du Maroc. Le Maroc est très actif sur la scène régionale et notamment africaine. Et l'Algérie a perdu effectivement beaucoup de ces éléments. Mais alors pour parler de la relation avec le Maroc, c'est toujours la question du Sahara occidental, province du Sud pour les Marocains, qui pèse dans la relation entre l'Algérie et le Maroc. Et on ne voit pas de perspective de solution. D'ailleurs, je dis, c'est même pas, on parle du conflit du Sahara occidental, je dirais que c'est une question. C'est-à-dire comme la question de Chypre. Et des entretiens que nous avions eus avec tous les dirigeants, notamment Bouteflika, il n'y aura plus de confrontation avec le Maroc autour de l'affaire du Sahara occidental. Mais il faut voir que c'est quand même invraisemblable que la frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée, je crois, depuis 1994. Et d'ailleurs, à l'initiative du Maroc, quand il y a eu l'attentat de Marrakech. Alors voilà donc cette situation. Alors c'est très intéressant parce que je me suis intéressé et j'ai essayé de trouver des éléments biographiques sur Ahmed Qaïd Salah. Il a été, en 1976, donc peu de temps après la Marche verte et le contrôle par le Maroc du Sahara occidental, il était à la tête d'une section, sans doute déjà plutôt jeune, officier, et il y a eu une confrontation qui a été rapide, parce que le Maroc et l'Algérie ne souhaitaient pas que ça aille trop loin, le Polisario était présent, et il y a une confrontation militaire maroco-algérienne, et Qaïd Salah a perdu une grande partie de sa section. Boumedienne était président à l'époque, et donc il a été mis à l'écart. Donc ce qui veut dire que peut-être, dans l'esprit de Qaïd Salah, il a toujours, disons, un ressentiment à l'égard du Maroc, il faut en tenir compte. Alors, pour la Tunisie, à un moment, les manifestants ont vu un modèle. Le modèle tunisien, évidemment, ce n'est pas ce modèle pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'en Tunisie, il n'y a pas une armée véritablement constituée et importante, ce qui est le cas de l'Algérie. Mais par contre, là où il y a une difficulté, là actuellement, le sens, c'est dans le rapport avec la Libye, avec simplement l'Algérie, c'est pour des raisons aussi sécuritaires, et avait une relation distante, mais plutôt bonne, avec Kadhafi. Et quand Kadhafi a été renversé, l'Algérie a essayé donc de s'impliquer dans la résolution du conflit interne libyen, et finalement c'est le Maroc qui s'est davantage mobilisé, et donc c'est l'inquiétude. Et actuellement, ce qui est assez curieux d'ailleurs, il y a une relation tendue avec le maréchal Haftar. Alors moi je pensais que l'Algérie pouvait s'entendre, et les militaires et l'armée algérienne avec le maréchal Haftar, d'autant plus qu'il est très soutenu par les Émirats arabes unis. Et il faut savoir que l'armée algérienne, et notamment Qaïd Ahmed Salah,
une très bonne relation avec les Émirats arabes unis, dont il joue un rôle. Mais il y a eu une tension récemment, quand le maréchal Haftar est arrivé aux portes de Tripoli. Il y a eu donc des armements, il y a aussi des relations aussi un petit peu ambiguës, hein, donc le maréchal Haftar avec certaines tribus. Donc là, il y a eu une crainte de voir, disons, le terrorisme, parce qu'il faut se souvenir, c'était il y a, je crois, il y a 3 ans, quand il y a eu cet attentat sur un site gazier important. Donc voilà, donc la relation de l'Algérie avec la Libye se regarde d'un point de vue presque exclusivement sécuritaire. Bien, écoutez, merci à tous les 4 d'avoir respecté les consignes et d'avoir été très brefs. Cela nous laisse plus d'une demi-heure pour répondre à vos questions ou vos interventions. Alors, je dois vous avouer que j'ai un problème et je lance un appel à nos amis techniciens. C'est que je suis ébloui par les lumières, les spots, là je ne sais quoi. Je ne vois pas qui peut lever la main. Est-ce qu'on peut baisser l'intensité, s'il vous plaît? Ah, voilà. Mais il y a tellement de monde. Formidable. Parce qu'on ne voyait rien, Bon, qui veut la parole? Il y a des micros qui vont circuler. Qui circule d'ores et déjà? Personne ne veut la parole? Ah oui, monsieur là-bas. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, alors Denis, je suis fidèle, j'assiste à ces remarquables conférences géopolitiques depuis, sauf l'année dernière, mais depuis le début. Alors merci à tous les intervenants d'avoir éclairci la situation algérienne. Alors j'aurais quand même une question à poser. C'est comment ce mouvement qui dure depuis 8 mois, le dégagisme, on veut en finir avec le système de corruption, etc. Tout le monde, apparemment, tous les Algériens en souffrent. Hein. Alors comment se fait-il quand même que cette plateforme qui n'ait pas de structure, qui n'arrive pas à se structurer de manière à sinon jouer le jeu quand même des élections, parce qu'il y a des élections présidentielles qui sont prévues pour le 4 décembre. Mais bon, il faudra un jour ou l'autre quand même déboucher sur une solution constitutionnelle. Voilà. Alors comment se fait-il qu'il n'y ait pas de porte-parole? D'accord. Voilà. On a très bien compris. On va prendre 2-3 questions. S'il y en a d'autres. S'il n'y en a pas, on va... Ah, je vois rien du tout. Ah oui. Tu es une meilleure. Bonjour. Oui, je vais rester un peu dans la même veine. En fait, je voulais savoir si les gens qui manifestent ont un regard... Ma question porterait sur le... Attendez. Je vais laisser les dames parler. Il y a le monsieur qui avait commencé, on va le laisser finir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Donc, je voulais savoir si les gens qui manifestent ont un regard, d'une part, sur l'élection tunisienne, d'autre part, sur ce qui se passe au Maroc aussi, avec la journaliste, je ne sais pas exactement son nom, mais sur la question des femmes, notamment avec ce qui se passe dans l'actualité marocaine, et d'autre part, sur la stérilité d'un mouvement qui n'a finalement pas d'incarnation, pour reprendre un peu la question, autrement dit, sur ce qui peut se passer en France avec les Gilets jaunes aussi, si ces gens qui manifestent ont un regard sur ces 3 voisins immédiats, à la fois historiques et géographiques. Merci. Alors, il y a une dame qui a un micro, d'ores et déjà, je ne sais pas où elle est. Alors, ma question porterait sur... on ne vous voit pas. Levez-vous, ne soyez pas timide. Ma question porterait... d'accord, ah oui, d'accord. Ma question porterait sur les oppositions politiques. Vous avez parlé des mouvements islamistes, mais qu'en est-il exactement des autres mouvements politiques, des mouvements kabyles aussi, par exemple? Quel poids ont-ils dans ce mouvement en Algérie et ont-ils des perspectives de réussite? Merci. Bien. Alors, Alain, si tu veux commencer, qui veut la... Le cas de l'Algérie est intéressant parce qu'il est similaire à ce qu'on rencontre dans beaucoup de pays arabes. C'est-à-dire, depuis 60 ans, il y a eu une éradication plus ou moins systématique de toutes les forces politiques, soit par le parti unique, soit même quand on acceptait le multipartisme, il y avait une politique délibérée des États d'empêcher toute structure stable de grandir. Et les gens qui s'occupent dans les pouvoirs, et c'est le cas en Algérie, des structures politiques, c'est
la sécurité. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez un parti qui grandit, vous avez une manipulation de la sécurité militaire, ou enfin plutôt politique, pour créer des scissions. Et donc, on est dans... Alors, à ça, il faut ajouter aussi, puisque vous avez parlé des partis dits kabyles comme le RCD, le FFS, les divisions internes qui aussi sont réelles, qui sont aussi des divisions de personnes, etc. Et ce qui crée une situation difficile. Alors, en plus, avec, comment dire, cette crise du politique, elle a un aspect particulier dans le monde arabe, mais elle n'est pas particulière au monde arabe. La disparition des idéologies qui structuraient les forces politiques, communisme, socialisme, baathisme, nationalisme arabe, etc., aussi a affaibli ces forces politiques. Et c'est intéressant, je termine juste là-dessus, de faire la comparaison entre l'Algérie et le Soudan. Le Soudan, pour des raisons historiques, parce que c'est le seul pays dans le monde arabe où, à 3 reprises, il y a eu des mouvements populaires qui ont abouti à la chute des dictatures, a imaginé une structure qui n'est pas politique, qui est les associations professionnelles, avocats, journalistes, étudiants, etc., qui se sont constitués dès le départ en représentants du mouvement. Mais parce qu'il y avait une tradition qui avait permis ça. Je crois à ma connaissance, en Algérie, on n'est pas dans une telle structure, mais c'est vrai que il y a quelque part aussi une impasse. Parce qu'à un moment, c'est pas simplement de tenir des élections. Hasni disait que l'Algérie savait tenir des élections, il y a des élections législatives régulièrement, etc. C'est dans quelles conditions on les tient et quels sont les partis politiques capables de mener une campagne. C'est pour ça que la demande d'une transition qui dure 2 ou 3 ans et pas d'élections immédiates, parce que normalement l'opposition elle demande des élections immédiates, mais là c'est pas du tout le cas. Comme je suis aussi citoyen suisse, alors je vais être d'accord et pas d'accord avec Alain Garèche. Oui, il a raison dans ce qu'on appelle les lignes transversales dans certains États arabes. Mais je crois qu'il est très important de voir les dynamiques locales. Elles sont importantes, elles sont déterminantes dans tout mouvement de contestation ou même dans la conduite des acteurs étatiques face à une contestation. Évidemment, la situation de l'Algérie. Depuis quelques semaines, vous avez remarqué, vous avez lu, vous avez entendu qu'il y a une série d'arrestations de certains animateurs ou journalistes. Donc j'ai dit animateurs, puisqu'il n'existe pas de porte-parole officiel. Imaginez, on a des centaines d'arrestations au sein du Hirak et en dehors du Hirak, certains partis politiques, même ceux qui ne sont pas agréés. Imaginez-vous si le Hirak avait des porte-paroles officiels. Il sera tout simplement soit, évidemment, de l'intérieur noyauté et miné comme l'a fait d'ailleurs le régime depuis des années, ou on arrête tout simplement les leaders et les chefs. La force de cette mobilisation, c'est qu'elle ne veut pas avoir de leader, elle ne veut pas avoir de chef, pour éviter un petit peu la guéguerre des chefs et pour ne pas aussi faciliter la tâche au pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passerelle avec d'autres partis politiques, puisqu'il y avait même 2. Il y avait 2 panels, il y avait l'Alternative démocratique, il y avait même le panel officiel, où il y avait des gens de Hirak, de la mobilisation, qui ont contribué. Donc moi je pense que ce Hirak, aujourd'hui, c'est le seul contre-pouvoir qui existe, puisque l'état-major, le commandement militaire, en quelque sorte, a éliminé tous les autres contre-pouvoirs. Le pôle financier, l'ancien, les 2 T, comme on les appelle, Tofir et Tartag, et évidemment, le pôle présidentiel. Donc, ce qui reste finalement face à l'armée, c'est justement cette rue. Et la grande, à mon avis, question, le compromis, il viendra du jour où il y a cette compréhension. Les 2, jusqu'à aujourd'hui, ne se parlent pas. C'est-à-dire, finalement, nous avons un système, un régime, dont sa structure mentale, psychologique, intellectuelle n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, nous avons une autre Algérie, qu'aujourd'hui, nous avons une autre mobilisation, qui n'accepterait pas, justement, d'organiser des élections ou de renouveler un petit peu ce système. Deuxième question, elle est importante sur le regard sur la Tunisie. Ah oui, vous avez raison de parler des élections. Les Algériens ne sont pas contre les élections, mais ils ne veulent pas des élections dictées ou aux conditions de pouvoir. Ce qui est, à mon avis, tout à fait normal. Quand le champ médiatique est complètement verrouillé aujourd'hui, quand certains partis politiques les plus sages n'arrivent pas à avoir l'autorisation de louer une salle pour faire une réunion, comment voulez-vous aller dans les élections importantes où on sait que le pouvoir quand même a une grande expérience, une grande expertise dans le trucage.
La question sur la Tunisie, le regard, oui, il y a un regard, mais ce qui fait encore la force de ce Hirak, c'est qu'il n'est pas internationaliste. Son but, ce n'est pas d'aller à l'étranger, mais il regarde de près ce qui se passe. D'ailleurs, il s'appelle le Hirak marocain. Et le silence, d'ailleurs, occidental et français face à ce qui se passe chez nos voisins marocains, qui d'ailleurs est une grande aberration. Et évidemment, il y a un mouvement qui se passe là-bas, il y a un mouvement qui se passe en Tunisie. Par contre, les Algériens sont partagés sur l'expérience tunisienne. Depuis le 22 février, les Algériens sont devenus des spécialistes de droit constitutionnel et de transitologie. Ils sont devenus les meilleurs transitologues. On va vers la constituante, non, on va plutôt vers une instance de transition. Ils savent qu'une constituante, à l'expérience tunisienne, ce qu'on appelle une transition dans l'ordre, évidemment, elle va ramener à des questions critiques comme la mazirité, comme la question de l'arabité, comme la question d'Ibn Mzab, comme la question de la redistribution de la rente pétrolière. Et c'est pourquoi ils veulent une transition un petit peu en quelque sorte à l'algérienne. Et si vous lisez tous les spécialistes, et tu permets, Didier, nous avons un français qui est important d'ailleurs, Guy Hermé, et il parle de ça. Il n'y a aucune transition qui ressemble à une autre. Sinon, on dira que le match est déjà joué d'avance. Donc, c'est énervant. Troisième, dernière question. Attends, après, je te repasserai la parole. Parce qu'il y a Fatia qui va être frustrée. Non, mais il a tout dit, Hasni. Non, je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Hasni sur le face-à-face Hirak-régime. La force du Hirak et sa résilience, c'est justement parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche. Parce que, comme le dit très bien Hasni, s'il y avait une tête d'affiche, vu la maîtrise ils sont maîtres en manipulation quand même. Hein. C'est un régime ultra sécuritaire qui décapiterait très vite ce mouvement. Hein. Donc le fait que le Hirak soit organisé de manière horizontale, mais plutôt bien organisé, avec des associations corporatistes, Alain, extrêmement importantes. Il y a un maillage associatif extrêmement important au sein de ce Hirak. Et ce n'est pas aussi désorganisé, c'est parce qu'on ne connaît pas, donc on pense que c'est désorganisé, que de toute façon, il n'y a rien derrière. C'est faux. Hein. Donc, moi, je pense que c'est une vraie force. J'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Ça arrive. Je ne sais plus. Ah oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le Hirak connaît infiniment mieux les forces et les faiblesses du régime que le régime ne connaît le Hirak. Et ça, en termes de rapport de force, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Yves ? Oui, quand on parle de la relation, je connais assez bien la Tunisie, j'y vais assez régulièrement. Les modèles sont, on l'a déjà dit, totalement différents. Sauf, il y a une ressemblance, c'est le nombre de candidats à l'élection présidentielle en Algérie, puisque une soixantaine d'entre eux ont retiré les dossiers. Ça ne veut pas dire qu'ils vont formaliser, disons, Mais comment va se faire? Quelle est l'instance? On ne sait pas très bien, parce qu'il va falloir écrémer, comme ça s'est fait d'ailleurs en Tunisie. Mais le problème est de savoir quel type de scénario d'évolution, puisque c'est un peu l'objet, quelles perspectives, quels espoirs. Il y a des espoirs, des perspectives, disons, plutôt le court terme. Moi, je vois un scénario qui ressemblerait à celui de la survenue de Bouteflika. On ne peut pas dire que c'est vraiment un choix imposé par les militaires. C'est lui qui s'est porté candidat, mais il a été adoubé par l'armée. Et là, très probablement, ce ne sera pas un scénario à l'égyptienne, c'est-à-dire un militaire, ni Khaïd Salah, ni d'autres. Je ne pense pas. Ça, ce serait le pire. Et avec la répression, on voit bien, donc, notamment peut-être contre les salafistes, contre les islamistes, etc. Probablement pas. Et donc, il y aura une personnalité civile. Il y a quelques noms qui circulent. Je ne sais pas si, puisque vous étiez en Algérie il n'y a pas si longtemps, et qui peut surgir et qui sera adoubé par l'appareil militaire. Et pas uniquement, on n'en a pas parlé de Khaïd Salah. Comme je le disais, parce que je me suis interrogé, quels sont ses proches? Quels sont ceux qu'il conseille? Parce qu'il n'est pas seul. Ce sont pratiquement des généraux de sa génération. Mais on parle aussi de ces officiers, de ces jeunes officiers. C'est une autre armée. L'armée a beaucoup évolué. Et puis elle joue un rôle fondamental pour la sécurisation, disons, des frontières de l'Algérie. C'est tout à fait fondamental. Et on dit, ce que j'apprends, c'est que lui, Khaïd Salah, il est toujours pour, disons, une attitude de fermeté vis-à-vis des manifestants, peut-être aller jusqu'à une relative confrontation avec eux. Mais il serait retenu par le reste de l'appareil militaire qui a beaucoup, cette nouvelle génération, qui ne veut pas aller à la confrontation,
Mais je pense que c'est très probable. On va voir les élections législatives, comment elles vont se dérouler. Ce seront surtout les partis, parce qu'on ne voit pas ceux qui sont nés de ce mouvement du Hirak, disons des personnalités. Et comment vont-ils pouvoir se présenter aux élections législatives, qui ne sont pas d'ailleurs, pour l'instant, fixées. On ne sait pas. Donc, moi, je pense qu'effectivement, on est dans le modèle, malheureusement, de Qaïdé Salah, les élections présidentielles, la Constitution, oui, vous l'avez dit, et pas de transition démocratique à ce stade. Et là, il faut voir si, effectivement, il n'y aura pas, comme certains le pensent, un affaiblissement, ce mouvement du Hirak, qui mobilise moins, même s'il y a eu une remobilisation lorsqu'il y a eu l'annonce des élections présidentielles au 12 décembre. Merci. Alors, y a-t-il une nouvelle vague de questions? Je n'en doute pas une seconde. Bonjour. Moi, j'aurais une question, en fait, pour savoir quelle est la vision des autres pays du Maghreb de ces révolutions en Algérie. D'accord. Une autre question. Madame devant. Ah ben, elle est partie derrière. Là. Bonjour. Donc moi, je suis Amara, franco-algérienne. Déjà, je suis ravie de voir des femmes voilées s'afficher à l'écran pour dénoncer le pouvoir. Des femmes qui, à mon avis, ne seraient pas passées à la télé il y a quelques années. Première chose. Deuxième chose, la frontière est fermée entre l'Algérie et le Maroc donc depuis des années. Elle est ouverte entre la Tunisie et l'Algérie, puisqu'il y a du tourisme qui se fait entre l'Algérie et la Tunisie. La question est, nouveau pouvoir de l'Algérie, est-ce que l'Algérie fermerait les frontières avec la Tunisie ou plutôt ouvrirait les frontières avec le Maroc? Merci beaucoup. Une autre question? Oui, allez-y. Oui. Pardon. Allô? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Bah, parlez plus fort, s'il vous pardon. plaît. Vous m'entendez? Oui. Ok. Bon, 5 sur 5. Pardon, mais j'ai pas beaucoup de voix. Oui, avez-vous quelques éléments sur l'état d'esprit des militaires du rang, des militaires de base? Je suppose qu'ils sont au quotidien plus proches de la rue que des généraux dirigeants. Et jusqu'où, quel niveau de confrontation faudrait-il pour qu'ils basculent d'un côté ou de l'autre, quoi? Merci. Question sur les militaires de base qui sont en confrontation directe avec la population. Merci, monsieur. Alors, une autre question, s'il y en a une. Oui, monsieur devant. Oui, bonjour. Une petite question matérielle. D'après les chiffres qu'a indiqué monsieur Abidi, pourquoi l'Algérie n'arrive plus à vendre son pétrole? Pourquoi il y a une baisse de revenus? Attendez. De ce qu'il a indiqué tout à l'heure, les chiffres que monsieur Abidi a indiqués. Pourquoi le pétrole, et ça leur rapporte beaucoup moins, ou parce qu'il y a une demande pourtant? Bien, qui veut répondre à ces questions? Militaires, les militaires. Vas-y, Fathia. C'est pas que je sois une grande spécialiste. Non, mais ce que j'aimerais dire, c'est que autant ce régime est honni, même si effectivement c'est un régime qui se caractérise par l'appareil militaire, autant l'armée nationale algérienne est très populaire en Algérie. Il y a d'ailleurs dans les slogans, il n'y a jamais eu de slogan anti-armée. C'est on veut un régime civil, on ne veut pas de régime militaire, mais en aucun cas l'armée. Les Algériens sont extrêmement attachés à leur armée. Il y a 2 millions de soldats, oui. Donc chaque famille algérienne a quasi un militaire dans sa famille. Hein. Donc de ce point de vue-là, et c'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi justement il n'y a pas ce basculement. Il y a pas. D'abord, on n'est plus du tout dans la situation des années noires. Ça n'a rien à voir. Que la révolte de cette jeunesse qui a été relayée par leurs parents, leurs grands-parents, par les femmes, etc., est extrêmement, vraiment, et partout dans le pays. Hein, je veux dire, on parle d'Alger, mais enfin, moi j'étais tout l'été dans l'Oranie, c'est impressionnant. Donc, il y a une grande fierté de l'armée algérienne au sein du peuple algérien, et de ce point de vue-là,
je pense qu'il est, même si Gaïd Salah, effectivement, comme le disait Aubin tout à l'heure, est tenté par la fermeté, effectivement, il y a toute une génération de jeunes officiers beaucoup plus en phase avec la population qui apparemment s'opposent, mais de manière constante, à une confrontation. Donc ça, c'était un des éléments que vous m'aviez posé au début. Ça, c'est un élément d'explication. Maintenant, je profite, je fais comme Hasni, je vais répondre à d'autres questions. C'est un scandale. Madame, c'est vrai, a fait une très bonne remarque sur cette femme voilée qui passe à la télévision et qui s'exprime publiquement et dénonce ce régime. C'est vrai que c'est ce mouvement qui a permis ça. C'est vrai que jamais, en Algérie, déjà, une femme comme ça, sur la place publique, qui prend la parole, un petit peu comme on a vu aussi au Soudan lors des manifestations, ça ne s'est jamais vu. Hein. Donc il y a vraiment une volonté avec ce mouvement de s'affranchir et en fait, comme le disent les Algériens, de réacquérir leur vraie indépendance. Parce que ce régime a effectivement capté, privatisé le pays. Bon, voilà. Hasni, tu as 37 secondes. Ça baisse de plus en plus. Et pourtant, j'allais vous dire justement que le seul centre de recherche en France qui ne connaît pas la censure, c'est l'ERIS. Voilà, juste pour lui dire ça, comme ça, il m'accorde une minute supplémentaire. Et c'est pour ça que je ne veux pas censurer. C'est pour revenir à la dernière question, sur les partis politiques, parce qu'elle est importante. C'est les partis politiques, leur rôle. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile pour un chef d'un parti politique, partant de l'idée que la politique est l'art du possible, donc de parler de transition ou d'accepter la négociation, en tout cas, par peur d'être lynché par la foule. Il y a certains partis politiques qui ne s'exposent pas, il faut dire les mots comme ils sont, et d'autres participent plutôt dans ce qu'on appelle le Badil démocrate et l'alternative démocratique, ou en d'autres forums, en attendant leur moment. Et d'ailleurs, on a vu les candidatures pour les élections, c'est le FLN et le RND dans les difficultés, ce sont plutôt des candidats qui sont proches du système. La question de la vision des États du Maghreb, brièvement. 1 million d'Algériens qui traversent la frontière tous les étés entre l'Algérie et la Tunisie, ce qui est énorme. C'est le gagne-pain des Tunisiens. Tout au long des frontières, on n'a pas le chiffre exact parce que c'est un secret militaire, mais on peut parler entre 30 et 40 militaires, c'est énorme. 30 000 militaires de la frontière du nord de l'Algérie, c'est-à-dire de la Cale, je ne sais pas si vous connaissez un peu, la ville de Annaba, la ville de Saint-Augustin, jusqu'au sud, donc jusqu'à la Tunisie, et même du côté libyen. Ce qui, en quelque sorte, l'armée algérienne supporte quand même le coût de la transition démocratique en Tunisie, en sécurisant les frontières. Et cette zone-là, comme vous savez, c'est une zone montagneuse, les montagnes de Cha'abna, Gafsa, et montant jusqu'à Al-Kef, et donc il y a une présence militaire très importante. Donc les Tunisiens sont inquiets. Le candidat qui a plus de chances d'arriver au deuxième tour, de réussir les élections, Aïs Saïd, il a fait une déclaration, il a dit le premier pays que je vais visiter, c'est la Tunisie. C'est l'Algérie, évidemment. Et ça, c'est un élément important. On n'a jamais vu un roi qui adresse un message de félicitations aux Algériens, comme l'a fait le roi Mohamed VI lors de la victoire de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique. Il y a un intérêt, il y a une vision très importante, et en même temps, le Maroc surtout, et même la Tunisie, le Maroc a déprogrammé, la grande chaîne marocaine 2M a déprogrammé une émission de débat sur l'Algérie. Et il y avait un communiqué en disant « Tout ce qui sort de nous n'est pas de nous, et tout ce que vous entendez, ça ne vient pas de nous. » Parce que, évidemment, la situation, elle n'est pas facile aussi au Maroc, avec ce qui se passe, le RIF, et du coup, les Marocains, l'officiel, observent plutôt une prudence. En revanche, la population suit de près. Parce que la réussite du Hirak, ça donne évidemment, ça envoie des messages importants et ça encourage à la fois les Tunisiens un peu d'abord inquiets de la transition et leur stabilité, et les Marocains aussi qui sont en stand-by. Quant à la Libye, c'est une autre question, ça a été évoqué quand même par monsieur l'ambassadeur, donc on ne va pas revenir, mais c'est vraiment une question explosive. Jamais le maréchal Haftar aurait pu prendre cette décision aventureuse d'aller marcher jusqu'à Tripoli si l'Algérie n'était pas occupée et était engagée dans l'armée algérienne dans la gestion de la politique interne. Et c'est ça qui n'a pas été pardonné par l'institution militaire. Je termine par les frontières. Tu ne vas pas passer la parole à Yves. Merci. Parce qu'après, tu vas me dire que je te censure, mais quand même. Vas-y, Yves. Non, mais c'est simplement pour compléter ce que disait Hasni. Moi, j'ai beaucoup réfléchi au moment où c'était le propos de Jacques Chirac et aussi d'Hubert Védrine,
quand j'ai pris cette direction sensible, importante mais surtout sensible, affirmer la priorité Maghreb de la France dans la région, la priorité Maghreb, et ça concernait évidemment les 3 pays du Maghreb central, mais aussi évidemment la Libye, mais qui est un pays un petit peu à part. Or, moi, ce que j'observais, et puis ça se voit, disons, chez les intellectuels, les penseurs, et c'est cette conscience maghrébine. J'ai toujours pensé, je sais pas si il y a une conscience maghrébine. Et cette conscience maghrébine, pour ajouter ce que vous avez dit, elle s'est manifestée lors de la Coupe d'Afrique, avec des déplacements de population du côté du Maroc vers la frontière algérienne et du côté tunisien vers la frontière algérienne pour soutenir, disons, les différentes victoires de l'Algérie. Ça, c'est quand même l'une des manifestations. Et ça, c'est très important, parce qu'on sent que les populations, les sociétés civiles, seraient favorables à une forme d'union du Maghreb arabe, de l'UMA qui est complètement en panne. Et ça, c'est la responsabilité, bien entendu, des dirigeants. Et il faut voir sur le plan économique, disons, le coût du non-Maghreb, qui avait été calculé il y a quelques années, puis les différentes institutions internationales y réfléchissent. Le coût du non-Maghreb, c'est entre 1 et 2% de la croissance de ces 3 pays du Maghreb central. Et c'est essentiel, notamment pour les investissements étrangers. Ils pourraient investir encore davantage si, effectivement, il y avait un marché. Et tout ça n'existe pas parce qu'il y a du côté, il y a les rivalités qui sont des rivalités de personnes. Moi, j'ai assisté à des entretiens assez surréalistes avec Bouteflika et avec Mohamed VI pour voir qu'il y a une relation personnelle qui est extrêmement difficile pour toutes sortes de raisons. Et c'est un problème de génération de nouveau. Quand Bouteflika, parlant de Mohamed VI, il a dit « ce jeune roi », moi j'avais de bonnes relations avec son père, ce jeune roi, qui est entouré de jeunes que je ne connais pas. Et moi, je voyais Bouteflika entouré de gens de sa génération. Voilà, donc il y a ce problème. Et puis le Maroc se modernise, ce qui n'est pas le cas depuis quelques années en Algérie. Donc cette conscience maghrébine existe et on peut espérer. Et ce que vous dites, le geste que j'avais observé de Khaït Saïd, le premier pays que je vais visiter, c'est l'Algérie. Donc, parce que la Tunisie a été le plus dynamique et la plus active, même à l'époque de Ben Ali, pour la construction de cette union du Maghreb arabe. Merci Yves. Alain. Oui, juste un peu revenir sur le sujet qui nous a divisés. L'idée que s'il y avait un porte-parole, tout le monde serait arrêté. Je veux dire, au Soudan, ce groupe qui s'était constitué, il a tenu 8 mois face à une répression terrible. C'est-à-dire, ils n'étaient pas du tout... c'est pas qu'ils allaient devant les caméras de télévision. Et l'absence d'interlocuteurs pose problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents cas de révolution. Soit il y a la révolution où vraiment... C'est une révolution au sens où on l'entendait au XXe siècle, que ce soit la révolution soviétique ou la révolution iranienne. Vous cassez l'appareil d'État, vous prenez le pouvoir et vous imposez. Soit ce n'est pas ça, et je ne pense pas que ce soit ça avec le Hirak. Et le problème est de savoir à ce moment qu'est-ce qu'on veut. Parce que qu'il dégage, ce n'est pas un programme. Bien sûr, on comprend le ras-le-bol, mais ça veut dire quoi concrètement ? C'est qu'est-ce que c'est une transition Bon, on dit une transition de 3 ans. Qui l'organise ? Comment elle se fait ? Et il faut reconnaître que si il n'y a pas de programme de cette opposition, c'est aussi parce qu'elle est très divisée sur ce qu'elle veut. Il faut avoir conscience de ces faits. On peut soutenir le Hirak et penser que c'est un mouvement très important, mais en même temps être conscient. Je me souviens, moi j'ai suivi beaucoup l'Égypte en 2011 et 2011. Aussi, on disait la force du mouvement, c'est qu'il n'y a pas de porte-parole. Oui, c'est vrai. Et le résultat, c'est qu'après, finalement, on a enlevé Moubarak et il n'y a pas eu de transition. Donc le problème, qu'est-ce que c'est la transition ? Qu'est-ce qu'on demande ? Comment on fait avec les structures de la sécurité militaire ? Comment on fait avec le Parlement ? Comment on fait qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et les élections qui vont avoir lieu dans 3 ans, etc. C'est des vraies questions. Et il faut reconnaître que c'est une faiblesse du mouvement de ne pas être capable, pour des raisons que je comprends, de proposer quelque chose. Voilà. Alors, dans le cas soudanais, je pense que, Alain, tu connais très bien,
il y avait ce qu'on appelle Tajamma' al-Mihani al-Ahrar. Il y avait une plateforme qui existait déjà et qui a parrainé les demandes de le peuple. Ceux qui défilaient à Khartoum et à Omdurman et partout, ce n'était pas marqué le rassemblement, par exemple, des professionnels. C'était le peuple. Et on n'a pas demandé à ces gens-là qui manifestent, mais il est où votre porte-parole? Mais en même temps, parce qu'il y avait plusieurs années où justement les Soudanais voulaient absolument un changement. En revanche, en Algérie, j'ai l'impression qu'on est un petit peu impatient face à un mouvement populaire et face à une absence totale de l'offre politique depuis plusieurs années. C'est pourquoi des années d'autoritarisme, on ne peut pas, à mon avis, les remplacer tout de suite ou être impatient face à un mouvement populaire pour dire écoutez, vous n'avez pas de programme politique. À mon avis, le programme, quand ils disent ils partent tous, ça c'est un programme bien clair. Oui, il faut le traduire politiquement. On ne peut pas organiser des élections si les conditions d'une élection propre ne sont pas réunies. On ne peut pas organiser des élections avec... Je m'arrête là. Vous avez 2 chefs de gouvernement en prison, 3 généraux importants, 2 des services de renseignement et 1 qui était secrétaire général. Général Ardili est candidat. Vous avez plus de 7 ministres. Vous avez des centaines d'oligarques et de chefs d'entreprise. Est-ce que ce n'est pas la réponse claire que ce système a failli? Sinon, pourquoi les mettre en prison? Et c'est pourquoi les Algériens disent, écoutez, la reproduction de système qui a donné ces gens-là que vous avez mis vous-même en prison ne passera pas cette fois-ci. Et parce qu'ils ont peur que leur mouvement soit spolié, que leur mouvement finalement ne serve à rien finalement en acceptant, c'est vrai, d'aller à la négociation et finalement le pouvoir propose un homme comme Ben Flis ou comme Tebboune qui était ministre plus de 15 fois. Il a été ministre dans tous les gouvernements de Bouteflika depuis 1989. C'est ça en fait la question là. Le manque de confiance, c'est pour ça que j'ai dit nous avons 2 acteurs aujourd'hui seulement. C'est une configuration inédite en Algérie depuis 1962 et les 2 ne se parlent pas. Il faut qu'ils trouvent les moyens de se parler. Je vais prendre une dernière question. Monsieur, vous êtes le premier. Ah ben, bon alors 2 questions, mais très très rapides, s'il vous plaît. Ah oui. Et puis le monsieur qui est là, oui. Merci. Alors, je voulais revenir sur le point que vous avez abordé très rapidement au début. C'était sur la mémoire de la France et de l'Algérie. On ne sait pas qui parle. C'est moi. Ah, bah, levez-vous s'il vous plaît. On ne vous voit pas, nous. Donc je voulais revenir sur le point que vous avez abordé très rapidement au début, donc sur la mémoire de l'Algérie et aussi un peu de la France. Donc c'était pour revenir sur un fait marquant qui a eu lieu pendant la guerre d'Algérie. C'était le cas des harkis en fait. Et je voulais savoir quel était votre point de vue et votre ressenti par rapport à ça. D'accord. Oui, enfin, une question. On va vous faire une réponse, mais extrêmement brève, parce que ça nous éloigne quand même pas mal du sujet qui nous rassemble. Monsieur... Oui, une question... C'est pas vous qui aviez la parole, d'ailleurs. J'ai le micro, mais... Oui, bon, allez-y. Alors, une question, ça a été évoqué rapidement au début de la rencontre. Il y a eu un procès, il y a quelques jours, des condamnations très lourdes, dont celle de Louisa Hanoun, à 15 ans de réclusion. Qu'est-ce que vous inspire cette condamnation et pensez-vous que l'arme judiciaire va être dégainée encore davantage par le pouvoir algérien? D'accord. Monsieur, voilà. Et puis ce sera la dernière question. En fait, ma question vient d'être posée. Je voudrais juste qu'on élargisse le propos sur les partis de gauche en Algérie, où ils en sont, ce qu'ils peuvent faire. Et voilà. Bien, on est reparti donc pour 1h30. Bon, qui veut répondre? Asni, je lui donne pas la parole parce que... Non, il nous reste 2 minutes. Non, il faut parce qu'il y a une autre table ronde ensuite. Qui veut répondre? Parti de gauche. Non, mais la question de justice, c'est difficile. Hein. Moi, j'adore la réponse des hommes politiques français. Quand on leur pose une question comme ça, ils disent j'ai pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Donc, je pense que c'est un peu problématique. Les Algériens n'ont pas confiance bien évidemment dans ce procès, même s'il y a une partie quand même qui pense que la bande, comme ils disent, la Issaba, méritait son sort d'être dans cette prison d'Al-Arrach. On n'a pas compris le procès, bien sûr, fait à cette militante, à cette chef de parti, Mme Louisa Hanoun, même si certains proches, évidemment, du pouvoir disaient qu'elle a été un des relais politiques du général Taufir. Mais évidemment, ça a été expédié. Il y a quand même un malaise, il y a un grand malaise. La question qui se pose pour les Algériens, ce n'est pas de juger
les figures de la corruption, mais essayer de juger la corruption elle-même, c'est-à-dire d'enrayer la corruption, la pratique elle-même et pas seulement les visages. C'est pourquoi, à mon avis, avec cette opération main propre, le commandement n'arrive pas encore à gagner la confiance de la population. Il faut d'autres mesures, à mon avis, pour aller à des élections acceptées par la population. Alain. Juste un mot sur les forces de gauche. Comme dans les autres pays du Maghreb et comme dans le monde arabe, et je ne vais pas faire une généralisation, elles sont en crise, elles sont divisées. La décennie noire algérienne a provoqué de profondes divisions parmi ces forces de gauche sur la lecture des événements. Et je veux dire, aujourd'hui, réellement, il faut bien comprendre que je le disais des fois sous terme de boutade, dans les années 50, quand vous preniez le pouvoir dans le monde arabe, vous preniez le communiqué numéro 1 et vous aviez un programme structuré. Bon, après, il était mis en place ou non, mais il y avait quelque chose, il y avait une idéologie. Aujourd'hui, il n'y a pas. Et c'est un des problèmes, c'est-à-dire quelles sont les alternatives, et pas seulement en termes de système politique, mais aussi en termes de développement économique et social. C'est vrai qu'on a... ce qui est frappant pour moi en Tunisie, qui ai suivi un peu la Tunisie, c'est qu'on a débattu pendant 2 ans d'une constitution pour savoir si l'islam c'était là ou c'était là, 3 ans, et personne n'a débattu de la situation économique et sociale qui fait qu'aujourd'hui, il y a, je sais pas, 60% des gens qui s'abstiennent et qu'il y a une espèce de ras-le-bol par rapport à ce qui s'est passé. Donc, il y a effectivement le problème qui est posé, mais pas seulement à l'Algérie, c'est comment on assure une transition, développement économique, développement social et aussi liberté politique. La réponse n'est pas simple. Eh bien, nous allons clore sur ces paroles qui nous posent plus de questions.